Pardon d'avoir dû reporter cette belle soirée qui devrait ouvrir la campagne, qui devait ouvrir cette campagne. Mais merci d'avoir malgré tout tenu la promesse que nous nous étions donnée, le rendez-vous que nous avions pris. Je suis très heureux que nous puissions venir conclure ici notre campagne à Nîmes. Merci encore. C'est aussi le signe que peut-être est-ce ce que nous avons vécu dans cette campagne si longue maintenant. C'est aussi le signe que malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les mauvais hasards, nous ne renonçons jamais et nous tenons nos engagements et nous parvenons toujours au but que nous nous étions fixés. Nous sommes partis par les vents contraires et nous avons vécu, cher Arnaud, avec Agnès, tant de moments difficiles, mais aujourd'hui, le fait que vous soyez si nombreux présents est le signe de ce bel élan que nous avons senti partout en France, partout. Et je peux vous dire, moi aussi, à quel point ça a été une joie immense de pouvoir être le témoin de cette espérance nouvelle qui monte, non pas seulement pour notre famille politique, mais pour la France et pour l'Europe. Vraiment, j'en suis sûr, dans 4 jours, chers amis, nous allons vivre une très grande, une très belle, une immense surprise. Je voudrais remercier tous les élus qui sont présents, cher Christophe, monsieur le maire. Je voudrais remercier bien sûr nos parlementaires qui sont ici, Arnaud Viala, Vivette Lopez, Pascal Bory. Vous dire à quel point ça a été une chance de vivre dans ces rencontres partout en France, la présence de nos élus. Parce que nos élus sont ceux qui portent cette famille politique, mais ils sont aussi ceux qui font vivre notre démocratie. Cette démocratie si abîmée, si fracturée, traversée de tant de tensions, elle tient encore debout, non par le haut, mais par le terrain. Elle tient encore debout grâce à tous ces élus locaux qui s'engagent tous les jours. Et je crois que nous devons leur dire ce soir notre infinie reconnaissance pour le travail qu'ils font chaque jour pour réparer le tissu social abîmé, pour rapprocher ceux qui s'est éloignés, pour reconstruire ce qui était en train de se défaire. Merci à nos maires, merci à nos conseillers municipaux, merci à nos conseillers départementaux, à nos conseillers régionaux qui sont nombreux ce soir encore. Et puis évidemment, vous les avez vus sur scène se succéder les uns aux autres. Je crois que je ne méritais pas forcément l'excès des critiques qui m'ont été faites au tout début de cette campagne. Je ne mérite pas non plus l'excès des compliments qui me sont prodigués aujourd'hui. Et quand ils me sont faits, non, je peux vous promettre, quand ils me sont faits, je me demande toujours un peu à qui ils peuvent bien être adressés. Eh bien, j'ai la réponse, chers amis. Ces compliments, en réalité, ces éloges et cette confiance, ils vont non pas à moi, mais ils vont à toute notre équipe, ils vont à mes colistiers qui ont été ma chance et ma force dans cette campagne que nous avons vécue ensemble. Et je voudrais leur dire merci ce soir. Merci Bernard, merci Anne, merci Louise, vous les avez entendus avec cette énergie qui les caractérise. Merci à Patrick Boré qui est ici ce soir aussi. Merci bien sûr, cher Franck, de ton accueil ce soir. Merci pour tout le travail que tu as fait au cours des dernières années. Merci de la confiance que tu m'as témoignée depuis le début. Et je me doute que ça ne devait pas forcément être évident. Quand on est le chef de cette délégation des Républicains au Parlement européen, voir arriver un jeune anonyme de 33 ans, j'imagine qu'on doit se demander par quel étrange coup du sort tout ça peut bien vous arriver. Eh bien, ce qui m'a profondément touché, cher Franck, c'est la confiance que tu m'as témoignée, c'est ton aide, c'est ton appui. Et je crois que nous pouvons dire, c'est vrai que la politique s'est trop souvent abîmée quand elle est devenue le lieu du conflit entre des individualités, mais la politique se grandit quand elle est l'occasion de vivre cette belle complémentarité qui peut nous réunir, quand elle est l'occasion de nouer des amitiés au service du bien commun. Je voudrais aussi avoir un remerciement particulier parce que je n'étais pas le seul jeune inexpérimenté à me confronter à ce grand défi. Je voudrais dire un merci tout particulier à Léa qui incarne la jeunesse sur notre liste. À tous les jeunes qui sont ici, merci de votre engagement. Et puis enfin, mais je vous promets, ce sera mon dernier remerciement, mais celui-là, il a une saveur singulière. Quand on s'est engagé dans cette campagne, au milieu de toutes ces adversités, je vous rappelle que les sondages nous donnaient à 8 ou 9% dans les enquêtes d'opinion
et que tous les commentateurs expliquaient que la droite était vouée à disparaître. On était peu nombreux à y croire, et il a fallu être solide. Eh bien, cette solidité, elle est venue pour une très grande part de celui avec lequel nous avons vécu une vraie grande histoire d'amitié, même si elle est encore brève, mais qui se prolongera longtemps. Je voudrais te dire, cher Arnaud, à quel point je te suis infiniment reconnaissant de ta confiance, de la force que tu as donnée à cette campagne, de ta compétence exceptionnelle et de cet enracinement dont tu portes le témoignage. Et je peux vous dire, chers amis, je ne connaissais pas très bien Arnaud Danjean avant de partir avec lui, mais je crois que j'ai découvert à travers lui ce que la politique fait de meilleur, ce qu'elle peut offrir de meilleur. Et je voudrais lui dire merci pour le modèle qu'il m'offre aujourd'hui. Je voudrais pouvoir, dans les années qui viendront, j'estimerais que mon mandat aura été réussi si, dans 5 ans, j'ai un peu ressemblé à Arnaud Danjean. Alors, chers amis, c'est une joie que vous soyez là ce soir parce que oui, c'est vrai, nous avons mené cette campagne dans des vents contraires. On nous a expliqué au tout début de la campagne que le débat était très simple, c'était pour ou contre l'Europe. Et c'était donc soit avec M. Macron, soit avec Mme Le Pen. Aujourd'hui, on nous explique que c'est encore plus simple, que c'est pour ou contre M. Macron. Même l'Europe a disparu du scrutin européen. C'est devenu, d'ailleurs, il le disait lui-même, un référendum pour ou contre sa politique. Eh bien moi, je vous dis, chers amis, que tout a été fait pour tenter de vous voler cette élection. Et nous avons résisté. Non pas seulement parce que nous avions des idées à défendre, mais parce que nous avons une démocratie à défendre. Et que dans une démocratie, oui, contrairement à ce que disait le président de la République aux Français au tout début de cette campagne, dans une démocratie, nous avons le choix. Vous avez le choix. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très important. Cette élection n'a pas seulement été une élection politique parmi d'autres. Ça a aussi été, je crois, une élection sur la politique, sur une certaine idée de la politique, sur une certaine manière de faire de la politique. La démocratie, ce qui la fonde, c'est cette civilisation dont nous sommes les héritiers. Ce qui la fonde, c'est le sens de la complexité des questions auxquelles nous sommes confrontés. Oui, nous avons devant nous des questions difficiles à résoudre. Oui, nous avons d'immenses défis à relever. Comment, tu le disais, cher Arnaud, comment défendre le continent européen contre les menaces de demain? Comment, cher Franck, protéger nos actifs stratégiques face à la montée des grandes puissances économiques qui traversent la mondialisation? Comment faire en sorte de reconstruire une agriculture qui puisse nous permettre de garder notre souveraineté alimentaire pour longtemps encore? Comment allons-nous pouvoir faire entendre la voix de l'Europe dans la géopolitique de demain? Comment préserver cet environnement dont nous sommes les héritiers et qu'il nous appartient de transmettre? Toutes ces questions sont infiniment complexes. Et devant toutes ces questions, il est parfaitement normal qu'il y ait plusieurs visions qui s'expriment, plusieurs paroles, plusieurs voix qui se dessinent. Vous savez, je n'ai jamais cru à l'idée de la fin des clivages. Je n'ai jamais cru à la grande promesse du nouveau monde qui devait abolir le débat démocratique en expliquant que désormais, il fallait s'en remettre à des gestionnaires qui allaient prendre en charge notre destin pour appliquer des solutions techniques qui étaient connues d'évidence. Non, nous sommes devant des questions complexes et devant ces questions, chacun doit s'exprimer. Chacun doit pouvoir dire son mot, faire entendre sa voix, après s'être bien informé. Et nous avons, pendant cette campagne, je le dis avec une forme de fierté, nous avons, j'espère, honoré ce rendez-vous démocratique. Nous avons choisi de prendre les Français au sérieux. Nous avons choisi de prendre l'Europe au sérieux. Et il le fallait, car ces défis sont nombreux et ces défis sont complexes. Nous avons fait une campagne de projets d'abord, une campagne de propositions, 75 propositions validées à l'unanimité de notre Conseil national, 75 propositions qui ont permis de faire l'union de la grande famille politique de la droite. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés et tout le monde parle d'une seule voix. Il n'y a pas de voix dissonante autour de ce grand projet. 75 propositions qui nous ont permis de rallier aussi nos amis centristes. Et il fallait bien sûr que cette alliance de la droite et du centre puisse se reformer pour préparer cette victoire de l'élection européenne et toutes les victoires à venir. Nous avons fait une campagne d'union, une campagne de proposition. Nous avons fait une campagne sur le fond. Deuxièmement, nous avons fait une campagne de terrain.
Et puisque nous sommes ici, et c'est ce dernier grand meeting, je voudrais jeter avec vous un regard rétrospectif sur tout le travail accompli. Nous sommes investis ce soir depuis presque 4 mois. Et je crois pouvoir dire qu'on n'a pas beaucoup dormi. On s'est donné à fond. Et on a été partout à la rencontre des Français, parce que les Français ont tellement besoin aujourd'hui de pouvoir être seulement écoutés, de pouvoir être respectés, de se sentir considérés. Nous avons été écouter ce qu'ils avaient à nous dire, et nous avons été leur parler ensemble de cette Europe que nous voulons. Et c'est au fond ce petit miracle qui nous vient de la Grèce antique, que nous avons parlé de l'avenir que nous voulions construire ensemble. Hannah Arendt dit que les hommes rendent le monde humain non pas seulement en l'habitant, mais en parlant de ce monde dans lequel ils sont. Et nous avons tenté avec tous ceux que nous avons rencontrés, d'homme à homme, de manière humaine et simple, d'échanger pour nommer les problèmes et pour nommer nos aspirations. Dans les cours de ferme où nous avons passé tant de temps, dans les entreprises, dans les associations, partout, dans les centres-villes, dans des grandes villes, dans des petits villages, dans la France périphérique, au milieu des banlieues, partout, nous avons été parler de l'Europe que nous voulons. Nous avons été à la rencontre des Français. Et je crois pouvoir dire que cette campagne aura été tout entière. Une belle rencontre, une vraie rencontre. Nous avons pris les Français au sérieux en partageant avec eux ce projet que nous avions construit et nous leur avons offert autant que nous étions capables, autant que nous le pouvions, la clarté de nos convictions pour qu'ils puissent faire un vrai choix. Présenter un projet clair, vous savez, chers amis, c'est toujours se rendre fragile, car c'est le soumettre à tous, c'est le soumettre au travail de la presse, au regard des experts, et surtout, bien sûr, à celui de ceux seuls qui jugent, c'est-à-dire au regard des citoyens. Mais nous avons fait ce choix de présenter notre projet dès le début de cette campagne, parce qu'il faut que les Français puissent faire un vrai choix. Et je regrette profondément que ce choix de la clarté, de la sérénité, ce choix du fond, du sérieux, ce choix du respect profond, du pluralisme nécessaire à la vie démocratique n'ait pas été partagé, et qu'il n'ait pas été partagé en particulier par ceux qui prétendent être aujourd'hui le dernier barrage qui protège la démocratie. Ce matin, tu citais un exemple, cher Arnaud, je voudrais en citer un autre à mon tour. Ce matin, Nathalie Loiseau, invitée par une radio, a déclaré que je répandais des fake news, comme les extrêmes, je la cite, que je répandais des fake news parce que j'avais rappelé que le président de la République était en faveur, dans les grands discours qu'il avait prononcés, à la Sorbonne, à Trieste, à Bucarest, de l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans et de l'élargissement de l'espace Schengen à la Roumanie. Ainsi donc, mon propos serait une fake news. Ainsi donc, je devrais être accusé de propager des fausses nouvelles. Eh bien, chers amis, il suffit d'aller vérifier sur le site de l'Élysée, car sur le site de l'Élysée sont encore écrits exactement tous les éléments de ces discours que j'ai cités. Moi, je voudrais dire à Madame Loiseau qu'on n'a pas le droit d'insulter ses adversaires, qu'on n'a pas le droit de semer le mensonge et la confusion. On a le droit de défendre toutes les voix qu'on veut. On peut dire, elle pouvait le dire, qu'elle était pour l'élargissement de l'Europe. Très bien, nous sommes contre l'élargissement. Nous disons qu'il faut tirer les enseignements des erreurs du passé. Nous disons qu'il faut mettre fin à ces élargissements parce que la dynamique de ces élargissements a paralysé la décision européenne et qu'il est temps enfin de définir des frontières. Il est temps que l'Europe puisse se finir. Il est temps que l'Europe puisse se définir. Et oui, nous disons qu'il n'est pas du tout temps de poursuivre ces élargissements. Madame Loiseau peut très bien penser le contraire. Et ce serait servir la clarté du choix démocratique que de reconnaître la position du président de la République. Mais pourquoi mentir? Pourquoi créer de la confusion? Madame Loiseau peut très bien dire qu'elle n'a pas le même avis que le président de la République et qu'elle défendra le fait de rompre avec les élargissements. Très bien, mais pourquoi jeter le soupçon sur ces contradicteurs? Il y a là une manière d'irrespect honteux de la part de quelqu'un qui prétend représenter une liste démocratique à l'élection européenne. Vous savez, mes chers amis, je crois que cette stratégie de la confusion a fait beaucoup de mal à la démocratie, parce qu'elle crée le doute et le soupçon. Moi, je respecte Madame Loiseau, je respecte les convictions qu'elle défend. Elles ne sont pas les miennes. Cela ne m'empêche pas pour autant de juger qu'il est nécessaire qu'elle puisse les exprimer dans ce débat démocratique. Je ne vois pas ce qui peut, en revanche, fonder
cette stratégie de la tension qui consiste à insulter ceux qui ne pensent pas comme vous. Et je regrettais, c'est vrai, que Madame Loiseau, avec une condescendance qui n'a sans doute d'égal que le manque de clarté des propositions qu'elle défend, ait osé dire, en parlant de ma désignation comme tête de liste de cette élection, que les Républicains avaient envoyé leur stagiaire. Madame Loiseau, non, ne la huez pas, ça ne le mérite même pas. Madame Loiseau, dans quelques jours, avec tous les jeunes qui sont ici, on va vous montrer ce que la jeune génération sait faire quand elle s'engage en politique. Oui, nous n'avons pas le droit de semer de la confusion parce que l'Europe est à la croisée des chemins. Et à cette croisée des chemins, il n'est plus possible de semer plus longtemps le doute et l'incertitude. L'Europe a besoin d'un cap clair. L'Europe a besoin d'un vrai choix. Parce que nous sommes dans une période de crise globale. Parce que partout où notre regard se pose, nous voyons de la crise. Crise économique, crise sociale, crise du chômage de masse, crise de l'autorité de l'État, crise des institutions, crise de la transmission, crise de la culture, crise de la nature elle-même, crise écologique. Nous vivons une période de crise globale. Et cette crise n'est pas forcément une catastrophe. La crise n'est pas nécessairement une tragédie. Le mot crise vient du grec krisis, qui veut dire la décision. La crise, c'est le moment de faire un choix. C'est le moment de faire un vrai choix. La crise, c'est le moment où on se dit que ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça, qu'il va bien falloir prendre une décision. Et il est temps de prendre de nouveau des décisions franches et courageuses. Et nous sommes venus devant les Français pour leur proposer le vrai choix dont l'Europe, nous le croyons profondément, a besoin. La crise, c'est le moment de se décider. Ça n'est plus le temps des confusions inutiles. Ça n'est plus le temps des « en même temps » qui perdent tout le monde avant et qui déçoivent tout le monde après. La vie, ça ne ressemble pas à « en même temps ». La vie, ça ne ressemble pas à « en même temps ». La vie, ça ressemble plutôt à ce que le philosophe Kierkegaard appelait le grand vertige de la liberté qui se résume à cette formule « ou bien ». Ou bien. C'est ça la vie. Ou bien, ou bien. Voilà ce qui marque toute vie. Et voilà ce qui marque aussi notre vie collective. Voilà ce qui fait aussi une démocratie. Ou bien, ou bien. Non, on n'a pas le droit de piéger les gens dans des « en même temps » qui confondent tout. On n'a pas le droit de parler de frontières et de ne rien faire pour lutter contre l'immigration illégale. On n'a pas le droit de faire semblant qu'on défend l'agriculture et de le faire avec des idéologues de l'écologie qui, depuis toujours, ont expliqué qu'il fallait brider encore plus, asphyxier encore plus ceux qui cultivent dans notre pays. On n'a pas le droit d'être à la fois pour et contre les élargissements. On n'a pas le droit de sortir son projet sur l'Europe 15 jours avant le scrutin et de se dire en même temps passionné par le défi européen. On n'a pas le droit de manquer à ce point de sérieux quand on s'adresse aux Français. On n'a pas le droit de manquer à ce point de clarté quand on leur propose le choix qui pourtant les attend. Ou bien, ou bien. Eh bien, chers amis, tout au long de cette campagne, nous aurons été, je crois, autant que nous le pouvions, à la hauteur de cet enjeu. Et quel que soit le résultat, nous n'avons pas à regretter le travail que nous avons fait. Nous avons de quoi être fiers de cette belle proposition, mûrie, détaillée, développée, que nous avons portée ensemble avec une équipe solide, de cette belle proposition qui, j'en suis sûr, va rassembler dimanche un très grand nombre de Français pour pouvoir refonder l'Europe et pouvoir rétablir la France. Refonder l'Europe et rétablir la France. C'est la seule chose qui nous anime devant ce défi économique et commercial face auquel nous sommes placés. Oui, nous devons construire une Europe qui assume de défendre enfin nos entreprises et nos emplois. Une Europe qui sorte de la naïveté. Car aujourd'hui, ce qui a perdu l'Europe, c'est qu'elle a cru trop longtemps au mythe d'une ouverture absolue qui viendrait servir le consommateur, qui viendrait faire en sorte qu'une concurrence universelle apporterait au client final le meilleur produit au moindre coût. Ce rêve d'une ouverture sans réciprocité, ce rêve d'une ouverture à tous les vents qui a fragilisé ce grand marché européen que nous avions su construire. C'est ce rêve-là qui a conduit l'Europe dans l'impasse qu'elle traverse aujourd'hui. Nous voulons obtenir enfin de tous ceux qui veulent échanger avec nous la stricte réciprocité que nous sommes en droit d'exiger. Le saviez-vous, aujourd'hui, 20% du PIB en Europe est constitué par les marchés publics. Et sur ces marchés publics, 95% d'entre eux sont ouverts aux acteurs internationaux. Nous sommes les seuls au monde à pratiquer une telle ouverture.
Les marchés publics américains ne sont ouverts qu'à 30%, les marchés publics chinois à 0%. Comment est-il possible qu'une entreprise chinoise puisse prendre un marché public en France et faire du profit en France, alors que jamais une entreprise française, même la plus performante, même la plus excellente, ne pourra prendre un marché public en Chine et faire du profit en Chine? Voilà ce que nous ne devons plus pouvoir accepter. Nous devons jouer le jeu, bien sûr, et nous croyons que nous en sommes capables, de la compétition mondiale. Nous sommes prêts à jouer ce jeu-là. Nous connaissons la force de nos entreprises. Nous avons confiance dans l'excellence de nos savoir-faire, dans le caractère exceptionnel de ce que peuvent produire nos artisans, nos agriculteurs, nos industriels. Nous voulons bien échanger avec le reste du monde, mais nous savons aussi que la meilleure équipe du monde, si elle rentre sur un terrain qui n'est pas plat et dans lequel l'arbitre a été rompu, est sûre de perdre la partie. Alors nous devons enfin exiger de tous ceux qui voudront échanger avec nous que les règles soient enfin les mêmes pour tous. Et cela, nous devons le faire au sein de notre marché commun, car ce marché commun est un atout exceptionnel pour peser dans la mondialisation. Quand vous êtes un marché de quelques millions, de quelques dizaines de millions d'habitants, les grandes puissances du monde peuvent facilement vous contourner. Quand vous êtes un marché de quelques dizaines de millions d'habitants, vous pouvez échanger avec les autres, mais quand vous êtes face à de grandes puissances, ce sera à leurs conditions et en suivant les règles qu'ils voudront vous imposer. C'est ce que découvrent aujourd'hui nos amis britanniques, et ceux qui, en France, ont longtemps chanté les louanges du Brexit, feraient bien d'aller voir de l'autre côté de la Manche comment les Anglais se retrouvent quand ils doivent faire face même aux États-Unis, qui leur imposent de négocier maintenant à leurs conditions. Quand vous êtes un marché de quelques dizaines de millions d'habitants, n'importe quelle grande puissance peut vous contourner. Mais personne ne peut contourner un marché de 500 millions d'habitants. Personne ne peut faire sans le marché européen. Ce marché européen aujourd'hui est une cible facile, mais si nous savons en faire un levier, il sera notre immense atout dans la mondialisation. Pour faire qu'enfin l'Europe défende nos entreprises, nos emplois de demain, qu'enfin l'Europe défende nos producteurs. Car oui, c'est peut-être quelque chose que nous avons oublié de l'intérieur. C'est peut-être aussi bien une question technique qu'une question philosophique, en effet. Nous ne sommes pas que des consommateurs. L'Europe s'est construite d'abord autour d'une doctrine de la concurrence, pour faire en sorte que le consommateur puisse avoir le meilleur produit au moindre coût. Et de fait, reconnaissons-le, l'Europe a parfois rendu de grands services à la France, quand elle a permis à la France de sortir de ses mauvaises habitudes en matière de monopole ou de monopole d'État. Mais sans doute avons-nous poussé le curseur un peu trop loin, en faisant systématiquement le choix du consommateur. Car c'est ce choix-là qui fait qu'aujourd'hui, nos entreprises ont du mal à investir pour préparer leur avenir. C'est ce choix-là qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos agriculteurs ont du mal à survivre alors qu'ils nous font vivre. Eh bien, il faut que nous puissions redécouvrir, et c'est, je crois, l'une des grandes découvertes que nous avons faites tout au long de cette campagne, redécouvrir le sens du travail, redécouvrir la valeur du travail, redécouvrir la dignité du travail. Nous ne sommes pas que des consommateurs. Et ce monde dans lequel nous sommes a été fait par le travail de toutes les générations qui nous ont précédés, par le travail de nos aînés. Le travail qui n'est pas que la peine qu'on se donne pour pouvoir gagner le pouvoir d'achat par lequel on dépensera lorsque la vie sera commencée pour les biens qu'on voudra acquérir. Le travail est d'abord ce par quoi chacun d'entre nous peut se réaliser dans une œuvre qui servira à quelque chose de plus grand que nous. Redécouvrir cette belle valeur du travail, cette force du travail, c'est la condition pour retrouver l'équilibre de nos sociétés. Depuis le début de cette campagne, nous entendons partout en France ceux qui disent qu'ils travaillent et qu'ils ne s'en sortent pas, ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ceux qui se donnent tant de peine et qui pourtant sortent à peine la tête de l'eau. Des agriculteurs, mais aussi des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, qui sont souvent les derniers à se payer de leurs salariés et qui parfois ne se payent pas. Et il y a quelque chose de magnifique à voir que d'ailleurs dans ce pays, où tout a souvent été si compliqué pour ceux qui tentaient d'entreprendre, ceux qui tentaient de créer de la valeur, ceux qui tentaient de créer de l'emploi, ceux qui tentaient de travailler. Il y a quelque chose de magnifique à voir que tant d'énergie ne se sont pas résignées et que tant de personnes continuent de faire sur le terrain le travail qu'ils font, qu'ils accomplissent pour pouvoir offrir à ceux qui les entourent le bien qu'ils savent produire, le service qu'ils savent rendre. Oui, il y a en France, dans ce vieux peuple de travailleurs, assez d'énergie pour reconstruire, mais oui, il faut enfin libérer le travail, il faut enfin redonner sa place au travail. Et c'est aussi, bien sûr, un grand défi européen.
rééquilibrer la mondialisation pour redonner de l'oxygène à nos entreprises, pour redonner confiance dans notre avenir économique, pour permettre d'offrir à toutes les générations qui viennent l'emploi dont elles auront besoin pour s'insérer dans la société, pour pouvoir gagner leur vie, mais pour pouvoir d'abord se réaliser. Et voilà l'un des enjeux fondamentaux de la place de l'Europe dans le monde économique. Ce ne sont pas seulement des questions techniques, ce sont des questions intérieures. Rééquilibrer la mondialisation, c'est aussi, bien sûr, mettre fin à notre impuissance actuelle face aux défis migratoires. Le défi migratoire, chers amis, je m'étonne de l'entendre sans cesse, je l'ai entendu encore lors d'un débat qui avait lieu il y a quelques jours sur une chaîne de télévision. Le défi migratoire, il n'est pas comme certains voudraient le dire, il n'est pas derrière nous. Le défi migratoire, il est devant nous. Parce que, chers amis, la crise migratoire n'a pas encore commencé. L'explosion de la démographie du continent africain fait que si nous n'y prenons pas garde, nous sommes devant un immense défi. Si nous n'y prenons pas garde, si nous ne savons pas maîtriser nos frontières, si nous en restons à cette impuissance actuelle, alors nous allons voir continuer ces flux incontrôlés qui partout produisent du malheur à grande échelle. Malheur bien sûr pour nos sociétés déjà si profondément fracturées par une immigration massive que nous n'avons pas su intégrer, mais malheur aussi pour tous ces jeunes venus d'ailleurs, auxquels nous laissons tendre le miroir aux alouettes d'un Eldorado qu'ils ne trouveront pas s'ils arrivent en Europe. Ils croient y trouver la réussite par laquelle ils pourront faire aussi du bien à leur famille restée au pays, et beaucoup d'entre eux s'engagent sur les routes de l'exil avec un courage immense, mais en réalité, ils ne trouveront qu'une impasse. Nous ne pouvons pas nous laisser enseigner de grandes leçons de morale qui voudraient qu'il faudrait opposer la générosité et le fait de maîtriser nos frontières. La première des générosités, c'est de maîtriser nos frontières. De maîtriser nos frontières pour accueillir vraiment ceux qui ont besoin de notre solidarité. Nous voulons bien accueillir, mais nous ne voulons pas subir. Nous ne voulons pas subir ces flux migratoires incontrôlés qui n'ont que très peu à voir avec la réalité de l'asile. On nous parle de l'asile, mais l'immense majorité de ceux qui mettent le pied sur le sol français et qui demandent l'asile ne sont pas éligibles à l'asile. Et sur toutes les personnes qui sont dans notre pays déboutées du droit d'asile, seuls 4% sont effectivement reconduites à la frontière. Ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien à voir avec de l'accueil et tout à voir avec de l'impuissance. Ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien à voir avec de la générosité, mais tout à voir avec de l'inconséquence. Nous voulons bien ouvrir la porte à celui qui nous demande d'entrer et qui a besoin de notre aide, mais c'est tout autre chose d'ouvrir la porte à celui qui vous demande d'entrer et qui a besoin de votre aide et de voir votre porte enfoncée tous les jours. La condition pour pouvoir ouvrir la porte, la condition, chers amis, pour pouvoir ouvrir la porte à celui qui a besoin de votre aide, eh bien, c'est d'abord d'avoir une porte. Et la condition pour avoir une porte, c'est d'avoir 4 murs entre lesquels abriter celui qui viendra se réfugier. Quel monde étrange dans lequel on nous a expliqué qu'il fallait détruire les murs et dans lequel on nous demande après d'accueillir alors que nous n'avons plus de foyer chez qui accueillir celui qui vient demander notre solidarité. Nous voulons bien accueillir, mais nous ne voulons pas subir. Et pour cela, il nous faut mettre en œuvre une vraie stratégie commune en Europe, une vraie stratégie pour maîtriser nos frontières, pour faire en sorte que les demandes d'asile soient systématiquement effectuées à l'extérieur des frontières européennes. Quand vous quittez votre pays parce qu'il est en guerre, en conflit, en crise, vous n'arrivez jamais directement dans le centre de Paris. Votre chemin vous conduit par beaucoup d'autres pays qui sont sûrs et stables et dans lesquels vous devriez pouvoir demander l'asile. Et ainsi, vous entrerez en Europe si vous y avez été légalement autorisé d'une manière qui sera sûre. Et il n'y aura plus de morts en mer Méditerranée. Mais si vous n'êtes pas éligible à l'asile, alors vous ne pourrez pas y entrer. Et quoi de plus naturel? Et quoi de plus nécessaire si nous voulons pouvoir continuer d'accueillir vraiment? Accueillir, ce n'est pas subir. Et nous ne croyons pas une seule seconde à cette politique des quotas que propose M. Macron, qui se contente de gérer notre impuissance. L'une de ses ministres, qui est ici ce soir aussi, je crois, expliquait il y a encore une semaine sur une chaîne de télévision qu'on n'arrête pas l'immigration. Le cœur de la vision du monde que propose M. Macron, c'est cette vision qui voudrait que les flux migratoires sont de toute façon une fatalité, une nécessité absolue. Et que ces flux migratoires qui vont de toute façon finir par arriver en Europe, il faudra se contenter de se les répartir. Et ainsi, M. Macron l'a répété à de nombreuses reprises, encore ces derniers jours, il faudrait imposer à chaque État européen de recevoir un quota d'immigration, ou de payer l'équivalent d'une amende s'il ne veut pas les recevoir, ou bien on les exclura de l'Union européenne, a dit M. Macron.
mais cette politique qui verrait l'Europe se mettre à la place des démocraties nationales pour imposer à chaque pays un quota d'immigration. C'est cette politique qui discréditera l'Europe. C'est celle qui fait naître la défiance dont M. Macron se plaint ensuite. Nous croyons que l'Europe n'est pas là pour déposséder nos pays de notre expression démocratique, mais que l'Europe est là pour nous renforcer dans le monde qui se dessine. Et oui, nous devons maîtriser ensemble les frontières extérieures de l'Europe, contrairement à ce que pense le Rassemblement national, qui a déconstruit tout ce qui pouvait, qui a voté contre tout ce qui pouvait permettre à l'Europe de se renforcer face aux défis migratoires. Mais oui, nous voulons que chaque pays garde la pleine maîtrise de sa politique migratoire nationale, contrairement à ce que pense M. Macron. Nous sommes les seuls à défendre cette position. Et c'est encore une fois, disons-le, l'équilibre du monde de demain qui se dessine sous nos yeux, l'équilibre du monde de demain. C'est aussi évidemment l'équilibre de nos sociétés. Ce qui fait le monde dans lequel nous sommes avec tous ces déséquilibres, ce qui fait la crise écologique, c'est justement ce monde de flux perpétuel, ce monde de circulation perpétuelle, ce monde dans lequel les personnes et les biens font plusieurs fois le tour du monde sans savoir exactement se reconnaître d'un lieu particulier. C'est ce monde de la mondialisation dans lequel nous sommes aujourd'hui qui a créé évidemment ces déséquilibres multiples. Nous avons laissé se faire cette mondialisation sous nos yeux qui a abouti à toutes les folies du monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, on coupe du chêne dans les forêts françaises. On envoie ces chênes en Chine pour devenir du parquet ou du mobilier et on les ramène en France pour que vous puissiez les acheter. Avant d'arriver chez vous, ils ont fait des milliers de kilomètres. On achète des agneaux néo-zélandais dans nos supermarchés qui sont vendus moins cher que des agneaux élevés en France, parce qu'ils sont élevés sans respecter aucune des règles que nous nous imposons à nous-mêmes. Avant d'arriver chez vous, ces agneaux, ils ont fait 18 500 km dans de l'azote liquide. Comme me le disait un éleveur ovin il y a peu de temps, ces agneaux, ils ont vécu plus longtemps morts que vivants. Comment peut-on comprendre ? Quand on a laissé se faire cette mondialisation devenue folle, comment peut-on comprendre ensuite qu'on aille expliquer au salarié français qui a besoin de sa voiture pour faire 5 km pour aller travailler que c'est lui qui est responsable de la catastrophe écologique, que c'est lui qui est responsable de la crise climatique? Bien sûr, nous devons redonner un équilibre à la mondialisation, mais ce nouvel équilibre, il passe par le fait de reconstruire une Europe qui assume ce qu'elle est, qui assume qu'elle a des frontières, qui assume de mettre à l'entrée de son marché une barrière écologique pour faire en sorte que jamais nous ne puissions importer sur le sol européen ce qu'on s'interdit de produire sur le sol européen. Une Europe qui sache redevenir un point d'équilibre, un pôle d'équilibre, un poumon dans la mondialisation. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà un magnifique défi européen. L'Europe a souvent contribué à écrire l'histoire du monde, pour le pire parfois, pour le meilleur souvent. Eh bien, il faut que nous puissions, tu le disais tout à l'heure, ne pas être les spectateurs de cette histoire qui se fait sans nous. Il faut que nous puissions écrire l'histoire de ce monde. Nous sommes Européens. Nous sommes de cette civilisation qui sait que nous ne devons pas subir notre avenir, mais que nous voulons agir pour pouvoir écrire ensemble l'histoire du monde de demain. Rééquilibrer le monde dans lequel nous sommes, lui redonner cet équilibre si nécessaire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan migratoire, sur le plan écologique. Sur tous ces sujets fondamentaux, l'Europe est attendue. Sur tous ces sujets fondamentaux, il faut que l'Europe se retrouve, que l'Europe se redécouvre, qu'elle devienne fidèle à soi-même. S'il faut maîtriser nos frontières, c'est parce qu'il reste un très grand défi dans chacun de nos pays, et il faut bien sûr en dire un mot. Ce très grand défi, c'est celui de l'intégration, celui, au-delà de l'intégration, de redécouvrir ce qui fait une société, de retrouver ce qui fonde notre lien commun. L'Europe n'est pas seulement une administration, ce ne sont pas seulement des traités, ce n'est pas seulement un parlement, une commission, un conseil. L'Europe, c'est d'abord une civilisation. C'est 25 siècles d'histoire. Et voilà ce qui fait l'Europe. Et voilà ce qu'il faut pouvoir de nouveau toucher du doigt. Voilà ce qu'il faut pouvoir dire encore pour pouvoir redécouvrir ce lien qui nous unit, ce lien qui nous rattache aux autres, ce lien qui fait de nous ce que nous sommes, un pays, un continent, dont l'unité n'est pas fondée seulement sur des accords internationaux, mais sur cette histoire partagée, sur cette culture commune. L'Europe,
C'est le petit miracle de la Grèce antique où naît, il y a 25 siècles, une forme nouvelle de pensée. Lorsque les hommes décident de ne pas seulement expliquer le monde par des mythologies, mais lorsqu'ils exigent désormais la pensée logique, c'est la naissance du logos, c'est la naissance de la raison. Et quand le logos devient dialogos, quand il devient dialogue, quand il devient délibération, alors la raison est l'occasion de parler ensemble de l'avenir que nous voulons, et naît la démocratie. Et ce que nous vivons ce soir, ce que nous vivons ensemble, en tentant de parler de cet avenir que nous voulons, fait de nous les enfants de la Grèce. L'Europe, c'est, et comment ne peut-on pas le savoir ici, l'Europe, c'est la grande tradition romaine. L'Europe, c'est la grande histoire de ce monde latin, qui d'ailleurs, on ne le voit nulle part ailleurs aussi bien que dans la maison carrée de Nîmes, a reçu de la Grèce cet héritage magnifique, cet ordre et cette harmonie, cet enseignement de mesure et de modération qui fait que dans le monde qui se construit, on établit un ordre public, une res publica, qui est la condition de toute liberté. Oui, lorsque nous disons que le droit est ce qui fonde notre statut de citoyen, et que dans ce statut de citoyen, chaque personne est ouverte à l'aventure de sa propre liberté, nous sommes les enfants des Romains. Et bien sûr, ici, ici près de la Méditerranée, qui a vu naître ce grand élan, bien sûr, ici à Nîmes, les 7 collines répondent aux 7 collines de Rome. Bien sûr, ici à Nîmes, on sait mieux que nulle part ailleurs que cette histoire est une histoire charnelle, une histoire qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est cette histoire qui se trouve colorée d'une manière encore singulière lorsque, découvrant petit à petit le sens de la dignité humaine, nous voyons le monde traversé par cette histoire d'une civilisation chrétienne, mûrie par le travail de cet héritage qui venait du peuple juif et qui fait que petit à petit se découvre pour les consciences humaines le fait que toute personne est une aventure qui ne se calcule pas, qui ne se marchande pas, qui n'entre dans aucune équation. Oui, nous sommes aussi les enfants de cette histoire qu'il faut nommer de nouveau. Et tout cela n'a rien d'une sorte de nostalgie du passé. Ce n'est pas une manière de nous retourner vers notre histoire d'une façon romantique, comme nous le reprochait une ministre récemment. Non, il y a là la condition de notre avenir. La condition de notre avenir parce qu'il faut réussir à faire en sorte que notre pays reste un pays, que l'Europe reste l'Europe. Faire en sorte que nous ne devenions pas, comme le disent aujourd'hui tous ceux qui observent la société française, une juxtaposition de communautés qui s'éloignent les unes des autres, qui ne se reconnaissent plus de lien. L'un des grands défis auxquels il nous faudra faire face, c'est celui de la lutte contre ce communautarisme qui monte. C'est celui de la lutte contre tout ce qui vient dresser les Français les uns contre les autres. Celui de la lutte contre tout ce qui pourrait dessiner les guerres de demain. On le dit bien souvent, chers amis, l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est ce miracle de la paix que nous recevons de ceux qui ont construit cette réconciliation entre les peuples européens. Miracle inouï après tant de siècles de guerre et de dévastation. L'Europe, c'est la paix. Mais cette paix que nous recevons nous oblige et nous engage, parce qu'elle est fragile et menacée. Et lorsqu'aujourd'hui des innocents sont tués à la terrasse des cafés ou dans des salles de concert, lorsque certains de nos concitoyens doivent vivre leur culte sous protection militaire parce qu'ils sont de confession juive, lorsqu'on voit qu'il faut que partout, sur le territoire national, nos forces de l'ordre et nos militaires patrouillent pour nous protéger, alors oui, nous pouvons nous dire que la paix n'est jamais un acquis gagné pour toujours. Oui, il nous faut faire face enfin à la menace du terrorisme islamiste. Et oui, il faut nommer ce qui constitue la menace du retour de la guerre aujourd'hui. Nous n'allons pas demain déclarer la guerre à l'Allemagne, heureusement, mais la guerre peut ressurgir sous d'autres formes, par d'autres moyens. Cette bataille contre le terrorisme islamiste, il faudra la gagner en étant d'une fermeté absolue sur le terrain policier, sur le terrain judiciaire, sur le terrain militaire. Nous n'avons plus le droit aujourd'hui à la moindre lâcheté, au moindre renoncement, au moindre recul. Et tout ceci fait partie, bien sûr, de notre projet. Mais ce soir, je voudrais vous dire quelque chose qui me paraît plus important encore que tout. À la fin, nous gagnerons cette bataille, chers amis, cette bataille de la paix, cette bataille de l'unité retrouvée,
que si nous savons d'abord redire qui nous sommes. Il y a tant de jeunes Français qui grandissent aujourd'hui en France et qui ne se reconnaissent plus de la France. Tant de jeunes Français, je le dis comme enseignant, qui grandissent dans notre pays et qui ne se savent pas les enfants de notre pays, au point que beaucoup d'entre eux ont retourné leurs armes contre notre propre pays, contre leur pays, parce que nous n'avons pas su dire qui nous sommes. Il faut combattre sans relâche tout ce qui prêche la haine dans nos quartiers, dans nos banlieues, auprès de tous ces jeunes. Mais à la fin, il faut d'abord remplir le vide dans lequel prospère l'islam radical, le vide que nous avons laissé dans les cœurs et dans les esprits en ne sachant pas transmettre notre culture, en ne sachant pas donner à tous ces jeunes quelque chose à aimer, en ne sachant pas leur donner la France à aimer, en ne sachant pas leur donner l'Europe à l'héritage. Il faut donner à tous ces jeunes ce que nous avons de plus beau, ce que nous avons de meilleur. C'est ce que je voudrais faire demain comme parlementaire européen, comme j'ai tenté de le faire autant que je le pouvais comme professeur au cours des dernières années. J'ai été enseigné comme tant de jeunes collègues dans ces quartiers où grandissent des jeunes issus de l'immigration. Et à tous ces jeunes, j'ai voulu dire, à tous ces jeunes, j'ai eu le privilège infini de dire, au cours des dernières années, qu'ils étaient de plein droit, parce qu'ils étaient français, les héritiers de cette histoire magnifique, et que tout était aujourd'hui à leur portée, qu'ils devaient se l'approprier, qu'ils devaient recevoir Platon et Aristote, qu'ils devaient recevoir Marc Aurèle et Épictète, qu'ils devaient recevoir aussi, bien sûr, cet héritage d'une tradition judéo-chrétienne, qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour recevoir et pour aimer, on n'a pas besoin d'être croyant pour se sentir le cœur retourné lorsqu'on voit brûler Notre-Dame de Paris. On sait qu'on voit. C'était le grand enseignement de cette soirée dans laquelle nous avons échangé avec cette question douloureuse sur l'annulation de ce meeting de Nîmes. Pourquoi cette annulation? Au fond, nous avons vécu tous un moment d'épreuve en voyant brûler Notre-Dame de Paris. Mais nous avons vécu aussi un très bel enseignement. Cette émotion collective qui a fait qu'une campagne s'est arrêtée, elle était le signe qu'au fond, nous nous savons tous liés par cette histoire magnifique. Et qu'en voyant brûler Notre-Dame de Paris, nous avons tous senti que c'était une part de nous-mêmes qui brûlait. Oui, nous sommes liés les uns aux autres par cet héritage commun. Nous sommes liés les uns aux autres par cette civilisation magnifique. Et cet héritage, il faut l'aimer, non pas parce qu'il est magnifique, mais aussi parce qu'il est infiniment vulnérable. Nous le savons, mes chers amis. La condition de notre avenir, elle se trouve dans le fait de pouvoir de nouveau nous réconcilier avec ce que nous sommes, avec cette culture qui nous a fait. La condition de cet avenir, elle se trouve dans le fait de savoir partager de nouveau le sens de ce qui nous relie. Dans un grand discours qu'il a prononcé au Bernardin, Emmanuel Macron a dit « Vous savez, moi la question des racines de l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les racines, ce qui m'intéresse, c'est la sève. » Toujours la même idée que pour se projeter vers l'avenir, il faudrait se détourner du passé. Toujours la même idée que le nouveau monde est forcément meilleur que l'ancien. Eh bien, mes chers amis, nous le savons bien ici. Toute personne qui a un jour dans sa vie planté un arbre sait que vous avez peu de chances d'avoir de la sève si vous n'avez pas d'abord des racines. Et je voudrais terminer en vous disant à quel point nous avons toutes les raisons d'espérer. Toutes les raisons d'espérer parce qu'au fond, nous l'avons vécu dans cette campagne, l'engagement exceptionnel que vous avez montré est le signe que vous voulez y croire encore. Toutes les raisons d'espérer, parce que la France a tous les atouts pour continuer de rayonner. Toutes les raisons d'espérer, parce qu'en Europe se trouve la condition de l'équilibre du monde de demain. Toutes les raisons d'espérer. Parce que même si nous n'avons pas été capables de nommer cette histoire qui nous fonde, même si nous n'avons pas été capables, au cours des dernières années, de nommer les racines de l'Europe, même si l'Europe est devenue parfois une construction peut-être un peu technocratique, sans âme, sans souffle et sans vision, en réalité nous savons ce qu'est l'Europe et nous sommes prêts à lui rendre ses fondations. Nous sommes prêts à refonder l'Europe parce que nous avons au cœur le sens de cet élan magnifique qu'elle porte. Nous sommes prêts à refonder l'Europe parce que nous savons que nous sommes liés les uns aux autres, parce que nous n'avons pas toujours su dire
parce que nous n'avons pas toujours su exprimer et que pourtant nous sentions. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous ne sommes pas qu'une juxtaposition de communautés qui s'éloignent les unes des autres. Nous ne sommes pas qu'une addition de consommateurs qui poursuivent chacun leurs intérêts et leurs calculs. Nous sommes liés les uns aux autres d'une manière évidente, immédiate, définitive. Et cette campagne aura été marquée par quelques engagements forts de grandes figures qui constituent le sens de cette exigence que nous devons retrouver. Cette campagne a été marquée par un deuil infini lorsque nous avons appris la mort au feu de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello. Leurs visages ont marqué cette campagne. Loin de nous l'idée, bien sûr, de nous les approprier. Au contraire, c'est eux qui, d'une certaine manière, constituent l'exigence que nous devons aujourd'hui tenter de rejoindre. Eux qui ont montré, d'une manière infiniment concrète, à quel point ce lien est fort qui nous relie les uns aux autres. Ces deux hommes du commando Hubert ne connaissaient pas ce qu'ils allaient sauver. Ils ne les avaient jamais rencontrés. Mais ils s'étaient formés toute leur vie avec cette immense exigence que tu connais si bien, Arnaud. Ils s'étaient formés toute leur vie pour atteindre cette excellence qui ferait que le jour venu, dans le plus grand des dangers, une main pourrait se tendre encore, qu'il ferait que jamais on ne puisse dire, malgré le plus grand des dangers, qu'un seul Français puisse être abandonné. Parce que nous sommes liés les uns aux autres d'une manière définitive. Et ils ont risqué leur vie. Ils ne voulaient pas donner leur vie, ils voulaient vaincre et sauver. Et combien de victoires silencieuses ils avaient sans doute d'ailleurs déjà obtenues pour les armes de la France. Mais ils étaient prêts à tout risquer malgré tout. Et ce jour-là, ils ont tout donné, montrant ainsi que nous ne sommes pas des individus séparés les uns des autres, courant derrière leurs intérêts. Nous sommes liés les uns aux autres. Et cette magnifique civilité que tu évoquais tout à l'heure, cher Arnaud, qui est le signe discret, simple et concret, le signe quotidien de ce lien, est devenu le témoignage de la force d'une civilisation quand elle sait produire des cœurs, des âmes qui s'engagent avec un tel don, avec une telle générosité. Oui, nous pouvons beaucoup espérer, puisque la France sait encore faire naître Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Oui, nous pouvons beaucoup espérer du témoignage de ces autres figures qui ont, eux aussi, marqué cette campagne de leur empreinte. Nous pouvons espérer lorsque nous voyons monter dans les tours de Notre-Dame de Paris ces soldats du feu qui d'habitude sauvent des vies, mais qui cette fois ont risqué leur vie pour aller sauver des pierres, parce que ces pierres sont vivantes. Elles sont ce qui fait vivre un pays. Elles sont ce qui nous relie. Et dans les tours de Notre-Dame, dans ces deux tours menacées de s'effondrer, dans ces deux tours, cher Lewis, sont montés des hommes qui savaient qu'ils se mettaient en danger, mais qu'ils avaient quelque chose à sauver. Non pas seulement une histoire, un passé désormais dépassé, non pas seulement une pièce de musée, un objet de collection. Ce qu'ils avaient à sauver, c'était notre avenir commun. Parce que c'est dans ces lieux communs qui font notre civilisation que se joue ce qui nous lie. Ce qu'ils avaient à sauver, c'était notre avenir. Et oui, nous avons un bel avenir à sauver, s'il y a encore des sapeurs-pompiers qui sont capables de tout donner, de tout risquer. Nous avons un bel avenir à sauver si nous savons retrouver le sens de ce qui nous engage les uns auprès des autres, le sens de ce qui nous lie les uns aux autres. Et c'est cela qui fait une civilisation. Et c'est cela qu'est l'Europe. Et c'est cela que nous voulons porter tout au long des années qui viendront. Et nous sommes bien ici à Nîmes pour parler de cela ce soir. Nîmes, qui est une ville qui a connu précisément ce qu'une civilisation fait de plus beau, et une ville qui a mûri aussi ce qui fait la force de ses engagements. Je me suis engagé sous le plus beau des cieux. Sans doute connaissez-vous ici ces quelques vers d'un grand poète qui a été aussi un grand engagé. Il n'était pas français de toujours,
mais il était français de cœur, français d'adoption, français de langue. Et il a offert à la France, parmi les plus belles pages de notre littérature. Et il a donné sa vie pour la France, pour ce pays qu'il avait choisi. Je me suis engagé sous le plus beau des cieux, dans Nice et la marine au nom victorieux. Perdu parmi 900 conducteurs anonymes, je suis un charretier du 9 charroi de Nîmes. Je selle mon cheval, nous partons en campagne. Je te salue au loin, belle rose, Tourmagne. Ces quelques vers sont d'Apollinaire. Eh bien, chers amis, disons-le ensemble ce soir. Je me suis engagé sous le plus beau des cieux. Eh bien, c'est sous le plus beau des cieux que nous sommes ce soir pour dire que nous voulons nous engager. Nous partons en campagne, car, chers amis, ceci n'est pas un meeting de fin de campagne. Ce soir, tout commence parce que dans les 5 ans qui viennent, le travail qui nous attend, cher Franck, tu me l'as dit, il ne sera pas temps de se reposer le 27, pas le 28 non plus, et pas après non plus. Nous avons un avenir à sauver, et ce soir, tout commence ici à Nîmes, et tout commence aussi, bien sûr, parce que même si depuis 4 mois, nous sillonnons la France, tout se joue, vous le savez bien, mes chers amis, vous le savez autour de vous. Tant de gens hésitent encore, tant de gens doutent encore, tant de gens ne savent pas ce qui se joue. On leur a tellement dit qu'il était temps de vivre une élection par défaut, une nouvelle élection par dépit. On leur a tellement expliqué que le but c'était de voter contre. Monsieur Macron leur a dit qu'il fallait voter contre Madame Le Pen. Madame Le Pen leur a dit qu'il fallait voter contre Monsieur Macron. Eh bien vous allez leur dire que nous voulons voter pour la France que nous aimons, pour l'Europe que nous voulons. Alors ce soir, chers amis, tout commence. C'est cette campagne qui commence parce que tout se joue dans les 4 jours qui viennent. Et dans 4 jours, nous ferons cette belle victoire dont nous avons besoin pour l'Europe et pour la France. Merci infiniment, merci encore.